Exactement 18h pile à Bamako et partout au Mali. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre édition d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement général de division Abdoulaye Maïga, a animé un point de presse sur la situation du pays. Le chef du gouvernement qui avait à ses côtés le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la communication a mis l'occasion à profit pour rendre un hommage bien mérité aux victimes civiles et militaires, notamment au général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui a perdu la vie de façon tragique lors des événements survenus le samedi 25 avril dernier. Le conférencier a également salué les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, saluant la brave population du Mali pour le soutien. Le chef du gouvernement mettra à l'instant à profit pour demander à cette dernière de ne pas céder à la panique, tout en continuant à accompagner les plus hautes autorités du pays pour l'atteinte des objectifs. Pour plus de précisions, suivons la quintessence de son intervention au micro de nos reporters Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sokoudou. Notre nation a été endeuillée par des actes terroristes simultanés, coordonnés, planifiés qui se sont déroulés dans plusieurs localités de notre pays. Au-delà du mode opératoire, il est évident que sans l'appui des sponsors, ces actes lâches et barbares n'auraient jamais pu se réaliser. Quels étaient l'objectif de ce groupe terroriste? Il y en avait essentiellement trois. Un, s'aimer la peur et le doute. Nous n'avons pas peur, nous ne douterons jamais et nous n'aurons jamais peur. Deux, affaiblir notre détermination. Plus que jamais, nous sommes unis et nous resterons encore renforcés et la cohésion nationale sera toujours au rendez-vous. Et trois, briser notre abnégation. Plus que jamais, nous sommes forts et résilients. Plus que de simples incidents terroristes, l'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République et en mettant un terme au processus de refondation et d'édification du Mali croix. La réponse cinglante qui leur a été infligée est l'œuvre et l'abnégation de nos vaillantes forces de défense et de sécurité sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais ici saluer leur professionnalisme. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à la population malienne, notre brave population, qui est restée résiliente, qui a toujours cru à son armée et qui croit encore au processus de refondation et d'édification du Mali croix. Ceci dit, j'invite la population à ne pas céder à la panique et de continuer à apporter leur franche concours et collaboration aux forces de défense et de sécurité. En tant que croyant, je voudrais ici partager avec vous deux versets très importants du Coran. Le premier verset, « Toute âme goûtera la mort ». Fin de citation. Le second verset, « À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons ». Le général Kamara, comme tant d'autres, victime de l'insécurité, a été arraché à notre affection. Toutefois, le type de combat pour lequel ils se sont engagés, le sens et l'orientation que nous décidons de donner à notre existence sur Terre sont des choix personnels. Le général Kamara, comme d'autres victimes civiles et militaires dans notre pays, ont fait le choix de leur patrie, ont fait le choix de mourir les armes à la main, ont fait le choix de faire preuve d'abnégation et de détermination en donnant jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Je formule ici le vœu en espérant que celles et ceux qui sont dans cette disposition mentale, cet état d'esprit, ressortent encore plus renforcés. En revanche, ils sont très nombreux, bien entendu, les patriotes. En revanche, celles et ceux qui sont dans d'autres dispositions, je ne voudrais pas désespérer de la nature humaine. J'espère qu'ils retrouveront le droit chemin. Il n'est jamais trop tard pour aimer sa patrie, pour aimer son pays. À ceux qui se font manipuler par les sponsors, je pense qu'il est important que ces personnes se posent la question légitime de savoir pour que ces sponsors n'expérimenteraient pas eux-mêmes les projets funestes qu'ils veulent implémenter dans d'autres pays. Je saisis cette occasion pour réitérer et rappeler que notre combat pour l'honneur et la dignité n'est pas négociable, il n'y a pas d'alternative. Nous le mènerons jusqu'à l'édification, jusqu'à l'éradication totale du terrorisme, jusqu'à l'édification du Mali Koura. C'est notre engagement, c'est notre raison d'être. Le Mali pleure la disparition du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État chargé de la Défense et des anciens combattants. Pour lui rendre hommage, les autorités ont décrété un deuil national de deux jours à compter de ce lundi 27 avril sur l'ensemble du territoire. Quelle attitude les citoyens doivent-ils adopter en cette période de deuil national? Notre équipe de reportage conduite par Al-Amidou Badini a recueilli les propos d'un confrère journaliste que je vous propose de suivre. Avant toute chose, d'abord, je vous remercie, vous, Chérif La TV. Je vous remercie, vous, les journalistes, pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Aujourd'hui, sur le Mali a besoin de coopération aujourd'hui, c'est la presse malienne. Nous sommes au cœur, raison pour laquelle on nous appelle le quatrième pouvoir. Le rôle que nous jouons aujourd'hui dans cette crise, Dieu seul le sait. Donc, nous avons appris la nouvelle du décès de notre héros. Le héros, aujourd'hui, qui est parti aujourd'hui en martyr. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, il a prêté serment pour ça. Un militaire, c'est ça. Quand il prend les armes, quand il prête serment, c'est pour la vie et la mort. Et Sadio est parti aujourd'hui nous laisser. Mais nous devons retenir quelque chose. Il y a beaucoup de Sadio aujourd'hui. Si Sadio doit être fier de quelque chose aujourd'hui, c'est dans la condition dans laquelle il est parti, à ce que nous aussi, qu'on continue la même lutte. Quand je dis nous, je parle de tout peuple malien. Je ne parle pas seulement en tant que journaliste, j'enlève le casquette de journaliste, mais je parle en tant que citoyen. Et le rôle d'un citoyen, le comportement d'un citoyen, nous avons remarqué que les autorités ont décrété le deuil national. Nous devons respecter ce deuil national et prier Dieu vraiment que son âme repose en paix. Sadio Kamara en question. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être unis. Le Mali a besoin de tous ses fils, les dignes fils de ce pays, que ce soit à l'intérieur et de l'extérieur. Nous devons être soudés, unis. Ce que l'ennemi cherche aujourd'hui, c'est de nous semer la terreur, comme on le dit. C'est le rôle même des terroristes. Mais ils sont venus nous trouver soudés. Ils n'ont pas regretté le fait. Leur objectif n'a pas été atteint. On peut dire aujourd'hui que le peuple malien, le rôle que le peuple malien a montré, les mains vides, faire face aujourd'hui à des hommes armés et essayer vraiment de les neutraliser, ça c'est quelque chose dont le fils malien doit être fier. Aujourd'hui, nous sommes un peuple aujourd'hui dont l'Afrique regarde. Nous sommes un peuple aujourd'hui dont l'Occident regarde. Et nous devons dire aujourd'hui aux Maliens, bravo à eux. Nous devons rester soudés, unis et rester derrière nos autorités. Ce n'est qu'un début. Inch'Allah, nous allons rester soudés et aller vaincre les terroristes. La dernière fois où je l'ai interviewé, c'était au CICB. J'étais presque assis sur les genoux, j'avais le micro à main, je tendais le micro. Il était un peu plus grand, mais on nous a demandé vraiment de rester un peu plus bas. Je suis resté sur les genoux, je tentais le micro, mon dictaphone. Et son visage me dit toujours, c'était un homme de foi. Sadio, aujourd'hui, c'est une fierté. Sadio, nous avons vu, depuis qu'il a été nommé ministre de la Défense, il a apporté ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, voir et renouer les relations entre le Mali et notre ancien ami, on peut mettre notre ami qu'elle a réussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sadio fait partie de ceux qui ont voulu entamer vraiment notre amitié et rester aujourd'hui vraiment pour combattre l'ennemi.
Sadio l'a fait. Sadio, c'est un exemple aujourd'hui. Sadio, c'est du repère pour aujourd'hui. Et Sadio, j'ai pris pour lui que la terre lui soit légère. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. Dans sa lettre datée du 17 avril dernier, le directeur national de l'enseignement fondamental a annoncé un réaménagement temporaire des heures de cours au niveau fondamental en raison de la forte canicule. Motif avancé: préserver la santé des élèves et des enseignants pour constater l'effectivité de la note et recueillir l'avis des acteurs concernés. Une de nos équipes de reportage conduite par Samaïra Sanogo a sillonné quelques établissements scolaires suivants. Début des cours, c'était 30 minutes. Fin de cours, 12h30 minutes. Ainsi sont fixés les horaires de cours au niveau de l'enseignement fondamental sur l'ensemble du territoire national tel que recommandé par le directeur national de l'enseignement fondamental dans sa lettre datée du 17 avril dernier. Si l'objectif recherché est de préserver leur santé, y compris celle des enseignants, les élèves saluent l'initiative d'une part et d'autre part égrènent des inquiétudes. Le fait que les horaires ont changé, ça peut jouer sur les élèves car les maîtres ne pourront pas terminer avec le programme à temps et les élèves ils doivent faire une bonne révision avant l'examen. Ça peut jouer sur les élèves. Les élèves doivent apprendre à la maison et quand les heures sont terminées, ils doivent faire les exercices aussi. On laisse rentrer à la maison pour faire des exercices et nous reposer. La chaleur, c'est une période qui fait très chaud au Mali ici. Donc les maîtres ont coupé les heures pour que les élèves se reposent à la maison et pour que les élèves ne soient pas tombés malades quoi. Et puis les maîtres ont bien fait de laisser les enfants passer à la maison car il y a d'autres enfants qui sont asthmatiques ou des malades très graves et qui se trouvent dans la classe. Côté enseignant, l'initiative est plus que salutaire compte tenu de la température qu'affiche le thermomètre ces temps-ci. Le changement climatique est une réalité. Donc il fait trop chaud maintenant qu'auparavant. Et la chaleur là devient vraiment intenable. C'est pour cela qu'on nous demande de rentrer tôt et de se libérer les enfants tôt. Par crainte des impacts négatifs sur leur santé quoi. Bon, je pense que ça a un impact positif parce que si on entre tôt et qu'on continue de travailler jusqu'à 12h30, c'est la décision du ministre. Donc je pense que les enfants, au moment où il fait trop chaud là, donc les enfants seront à la maison à l'abri de la chaleur. Intervenir à un moment crucial de l'année scolaire puisque les examens de fin d'année démarreront bientôt. Certains promoteurs d'école pensent que l'application pourra avoir des retombées négatives sur le déroulé du reste de l'année académique. Par rapport au réaménagement des emplois de temps, des horaires, je pense que ça va avoir un impact négatif sur les horaires, sur les programmes. Les emplois de temps compte tenu des jours fériés. Et ça joue sur le programme. Et si on laisse les après-midi, parce que les programmes sont répartis entre les matinées et les après-midi. Mais si on laisse les après-midi, ça veut dire que les cours, prenons les cas de secondaire, même les deux cycles, il y a des programmes qui sont enseignés ou des leçons qui sont enseignées dans les après-midi. Mais si on suspend les cours des après-midi, automatiquement, alors ça veut dire qu'il va y avoir un impact négatif. Au niveau du fondamental 2, par exemple, les enseignants qui ont des cours là-bas, donc si on arrête les cours des après-midi, obligatoirement, ces matières-là, les programmes ne seront pas achevés. Ni au premier cycle, ni au second cycle. Donc ça va jouer un impact négatif sur vraiment le programme en général. Au même moment, d'autres responsables scolaires saluent les autorités en charge de l'école pour l'initiative avant d'ajouter qu'elle est venue à point nommé. Et je dirais cette décision est même salutaire. Nous sommes déjà habitués à ça. Quand on appelle un dirigeant aussi est appelé à faire des planifications.
Je me rappelle bien, ça vaut quelques années, chaque année quand la période arrive, l'État demande de revoir un peu l'emploi du temps. Donc nous, à notre niveau, on s'est mis déjà en amont pour travailler par rapport à ça, pour qu'on puisse éviter certains désagréments dans ce sens. Qui connaît l'État aussi, c'est nos tutelles. Il y a des responsables, ils sont tous des responsables et ils ont la maîtrise de ce programme. Je sais très bien que ça n'aura pas d'impact sur nos enfants. Et le même programme va continuer. C'est juste qu'il y a eu un changement de temps, parce que qui parle des enfants aussi, quand ils vont quitter chez eux pour venir à l'école, vraiment sous le soleil comme ça peut les rendre encore malades. Ils ne pourront pas être efficaces, mais quand ils vont rester à l'école, continuer les cours jusqu'à 12h30 et puis partir, je pense que l'idée elle est vraiment salutaire. Rassurer que l'application de cette recommandation n'impactera pas négativement la tenue de la suite de l'année scolaire ainsi que l'organisation des examens de fin d'année, le directeur du centre d'animation pédagogique de Bangoni confirme l'effectivité de la note dans sa circonscription. Le réaménagement est le bienvenu et c'est appliqué à 100% dans les écoles. Les conseillers tous les matins sortent, il y a tous les conseillers, chaque conseiller a une école à superviser tous les jours, sans compter les écoles de suivi, les séances de suivi pédagogique. Tous les conseillers passent dans toutes les écoles, dans chaque école tous les matins. Alors c'est appliqué à 100%. Les cours commencent à 7h30 et finissent à 12h30. Et il y a par exemple au second cycle, il y a 5 heures de 7h30 à 8h30, de 8h30 à 9h30. On observe la récréation et on reprend à 9h45, 9h45, 10h45, 10h45, 11h45 et 11h45 à 12h30. Et la dernière elle fait 45 minutes. Donc c'est la proposition qui a été faite. Mais aussi, à côté de cela, tous les directeurs aussi peuvent appliquer peuvent réaménager selon leur cas. Parce qu'au cas par cas, on n'est pas contre. Seulement, il faut appliquer la durée de 7h30 à 12h30. Parce qu'après 12h30, le soleil est au zénith et il fait très très chaud. Donc, pas seulement les enfants, même les enseignants, le corps professoral, n'est-ce pas, a des difficultés à supporter cela. Donc, c'est pour vous dire, vous rassurer et vous dire qu'au Cap de Bangoni, c'est appliqué à 100%. Tout au long du périple et partout où notre équipe s'est rendue, l'acte était appliqué à la lettre par tous les acteurs. Actualité chérifienne dans ce 18h, le fils du guide spirituel des Ansar, Asseyd Badra Ali Ousmane Aïdara, a reçu une délégation des Ansar du comité de Sira Korokoko en visite de courtoisie à Bangoni Djangnebougou. Les détails dans ce commentaire avec Abdul Karim Sakou. Ils ont été reçus par le fils du guide spirituel des Ansar, Badra Aliou Haïdara, au nom de son père Assedi Chérif Ousmane Madaï Haïdara, en déplacement. La présente visite des membres du comité des Ansar de Sira Korokoko se veut une expression de salutation et de reconnaissance à Assedi Chérif Ousmane Madaï Haïdara en sa qualité de guide spirituel des Ansar. Les hôtes du jour estiment que leur comité a été récemment créé et grâce aux bénédictions de leur guide, ils ont obtenu un terrain devant servir de site pour la construction d'un lieu d'apprentissage et d'éducation. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à Bangoni Djangnebougou afin de solliciter les bénédictions d'Assedi Chérif Ousmane Madaï Haïdara. Ils en ont profité pour réitérer leurs demandes de bénédiction pour l'accomplissement des vœux individuels, mais aussi pour l'avancement de leur comité. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Badra Ali Haïdara, s'est réjoui de recevoir ses adeptes Ansar. Il a, au nom de son père, remercié ses hôtes pour l'affection qu'ils portent à la famille et singulièrement à Seydi Chérif Ousmane Madaï Haïdara, avant de terminer la rencontre par la prestation des 6 serments d'allégeance. Actualité internationale à présent avec Moussa Fomba. Le gouvernement israélien a nommé Michael Lotem, premier ambassadeur d'Israël au Somaliland, a rapporté le portail d'information Inyet. Lotem a précédemment occupé le poste d'ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et au Kenya. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la reconnaissance du Somaliland comme État indépendant et souverain le 26 décembre 2025. Le Somaliland, situé dans le nord-ouest de la Somalie, sur la côte de la mer Rouge, a déclaré unilatéralement son indépendance en 1991, mais n'a toujours pas reçu de reconnaissance internationale. Michael Lotem occupe actuellement le poste d'ambassadeur économique itinérant pour le continent africain, précise le communiqué. Le 26 décembre 2025,
Israël a été le premier pays à reconnaître le Somaliland comme État indépendant et souverain depuis sa sécession en 1991 de la Somalie. 2 mois plus tard, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé son intention de nommer un ambassadeur. Mohamed Haji, ambassadeur du Somaliland en Israël, a pour sa part obtenu l'agrément du gouvernement israélien dès février 2026. Le Somaliland jouit d'une position stratégique dans le golfe d'Aden et dispose de sa propre monnaie, de son propre passeport et de sa propre armée, mais peine à obtenir une reconnaissance internationale sur fond de crainte de provoquer l'ire de la Somalie et d'encourager d'autres mouvements séparatistes en Afrique. La visite de Gideon Sar au Somaliland avait suscité la condamnation de la Somalie, qui la décrite comme une incursion non autorisée. Le Liban devrait rouvrir le dialogue national et lever l'interdiction qui pèse sur la branche militaire du Hezbollah qui lutte contre l'agression israélienne, a déclaré le secrétaire général de l'organisation chiite, le cheikh Naïm Qassem, dans un message écrit adressé à ses partisans sur Telegram. Le gouvernement doit privilégier l'intérêt national et abroger la décision honteuse du 2 mars qui a interdit les combattants du Hezbollah, a écrit l'homme politique chiite. Il a appelé le gouvernement à renouer le dialogue et l'unité afin de lutter contre le complot américano-israélien. Qassem a affirmé qu'avec le soutien des États-Unis, Israël poursuit l'objectif de détruire la résistance islamique qui s'appuie sur le soutien populaire. Le 2 mars, le gouvernement libanais a interdit les activités militaires du Hezbollah sur l'ensemble du territoire. Le premier ministre Nawaf Salam a exigé que le mouvement chiite remette ses armes à l'armée libanaise et limite ses activités à la sphère politique dans le respect des dispositions constitutionnelles. Cette décision faisait suite à des attaques perpétrées par des militants du Hezbollah contre des quartiers du nord d'Israël qui ont provoqué une nouvelle escalade militaire. L'Iran a présenté au médiateur un plan en 3 étapes dans le cadre duquel il est prêt à négocier avec les États-Unis, a rapporté Al-Mayadin. Selon la chaîne, la partie iranienne exige que la première phase des négociations porte sur la fin de la guerre et l'obtention de garanties quant à l'arrêt des opérations militaires contre l'Iran et le Liban. Au terme de Téhéran, aucune autre question ne sera abordée à ce stade. Si des accords sont conclus, la seconde phase portera sur des discussions en coordination avec la partie omanaise concernant la gestion du détroit d'Ormuz après la fin de la guerre. La troisième phase, selon la proposition iranienne, portera sur le programme nucléaire de Téhéran. La chaîne souligne que l'Iran refuse d'aborder cette question tant qu'un accord n'aura pas été trouvé sur les 2 premières phases. D'après El Mayadin, si les États-Unis acceptent le plan proposé, l'Iran consentira à la prochaine série de négociations. L'Iran a présenté aux États-Unis une nouvelle proposition visant cette fois-ci à rouvrir le détroit d'Ormuz et à tenir des discussions sur le programme nucléaire de Téhéran unilatéralement, a rapporté pour sa part le site d'information Axios, citant des sources. Selon ces dernières, la nouvelle proposition a été transmise aux États-Unis par des médiateurs pakistanais. La diplomatie est dans l'impasse et les dirigeants iraniens sont divisés quant aux concessions nucléaires à accepter. La proposition iranienne permettrait donc de contourner ce problème et d'accélérer la conclusion d'un accord, note Axios. Selon le journal, le président américain Donald Trump devait tenir une réunion sur l'Iran ce lundi avec son équipe de direction chargée de la sécurité nationale et de la politique étrangère afin de discuter de l'impasse dans les négociations et des prochaines étapes possibles. L'administration américaine n'a pas assuré une sécurité adéquate lors de l'événement très médiatisé de samedi à Washington, où une fusillade a eu lieu, rapporte le Washington Post. L'administration Trump a déployé un niveau de sécurité inférieur pour le dîner des correspondants de la Maison-Blanche que pour d'autres rassemblements de hauts responsables, alors même que le président et de nombreux membres du cabinet étaient présents, note le journal, citant des responsables au fait du dossier. Ces derniers ont souligné que la concentration de hauts dirigeants dans une même salle de bal rendait le pays exceptionnellement vulnérable. L'événement a notamment réuni le président américain Donald Trump, la première dame Melania Trump, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le chef du Pentagone Pete Hegseth, le directeur du FBI Kash Patel, ainsi que plusieurs membres du cabinet et hauts responsables de l'administration. Samedi, une fusillade a éclaté lors du dîner de l'association des correspondants de la Maison-Blanche en présence de Donald Trump. L'homme a été identifié comme étant Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans. L'auteur de la fusillade lors de la réception
a critiqué les autorités pour leur refus d'apporter de l'aide à l'Ukraine, rapporte le New York Post. Allen a condamné le message publié sur les réseaux sociaux par le vice-président J.D. Vance concernant l'arrêt de l'aide à Kiev et avait organisé des collectes de fonds pour l'armée ukrainienne. Donald Trump, de son côté, a fermement démenti certaines allégations formulées par l'auteur de la fusillade. « Je ne suis pas pédophile », a insisté Trump lors d'une interview avec CBS News. « Je ne suis pas un violeur. Je n'ai violé personne », a-t-il déclaré. « Vous devriez avoir honte de lire cela, car je ne suis rien de tout cela », a déclaré le président américain, s'adressant à l'animateur de l'émission. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et soyez vigilants.